Le Conseil national du dialogue social a repris ses activités. Ce cadre de consultation, d'arbitrage permanent entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs a fait sa rentrée solennelle ce mardi en présence du chef du gouvernement. Nous en parlerons en tout début de journal. Les résultats du BEPC session 2016 sont connus depuis cet après-midi. Le taux de réussite est de 59,11% contre 58,62% l'année dernière. Un progrès de 0,49%. En économie, sur 219 milliards de francs CFA d'investissements ont été réalisés pendant le premier semestre de l'année. Les investissements en Côte d'Ivoire ont donc connu une nette progression sur cette période. L'information émane du CEPICI qui a dressé le bilan de ses activités ce mardi. En fin de journal, nous nous rendrons à Gao, au Mali, où la mairie avait interdit une manifestation qui a tout de même eu lieu ce matin. Après donc de violents affrontements, l'on dénombre 3 morts et des dizaines de blessés. Voilà, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans cette édition. Alpha Barry est à Abidjan. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères est porteur d'un message de Marc Christian Kaboré, le président de la République du Burkina Faso, à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il a été reçu aujourd'hui même au plateau par le ministre Albert Mabry-Touakeus. Thomas Guessambi y était pour RTI 1, son reportage. Réchauffement de liens diplomatiques entre Ouagadougou et Abidjan, pourrait-on dire. Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères, pour la 3e fois en moins d'une année au bord de la lagune Éprié. Arrivé ce mardi 12 juillet en fin de matinée, l'homme a été reçu par son homologue ivoirien Albert Mabry-Touakeus avant de livrer à la presse l'objet de son déplacement. L'objet de la visite, c'est la préparation du 5e sommet du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Les brouilles et autres malentendus sont désormais derrière nous, n'a pas manqué de souligner à cet effet l'émissaire du gouvernement burkinabé. On ne va pas cacher les choses. Il y a eu des moments assez difficiles entre nos deux pays ces derniers temps. Il y a eu l'année d'agitation et ensuite la transition et aussi les questions que vous connaissez. Mais tout ça, c'est derrière nous. Cette visite d'Alpha Barry en Côte d'Ivoire prévoit, outre les rencontres avec le Premier ministre et le Président de la République, des séances de travail pour préparer le prochain sommet Côte d'Ivoire-Burkina Faso, prévu se tenir en fin de ce mois de juillet à Yamoussoukro. Je vous le disais en titre, le CNDS, Conseil national du dialogue social, a repris ses activités après un arrêt qui a duré plusieurs mois. Le CNDS, c'est ce cadre de consultation, d'arbitrage permanent entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Il a fait sa rentrée solennelle ce mardi en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le témoignage de Gabriel Zani. Sans dialogue social, pas de respect du droit du travailleur, pas de paix sociale non plus pour tout gouvernement. Pour rétablir ce dialogue, cet échange entre patronat et travailleurs, le Conseil national du dialogue social a été créé en 2015 en remplacement du Conseil national du travail. Sa rentrée solennelle a eu lieu ce lundi en présence du chef et de 2 membres du gouvernement, le lieu pour le président du CNDS d'affirmer son engagement. La création du Conseil national du dialogue social en remplacement du Conseil national du travail est une avancée institutionnelle forte, en ce sens qu'elle renforce ainsi la volonté de voir le dialogue social comme le moyen d'encourager la formulation d'un consensus entre les principaux acteurs du monde du travail. Consensus, bonne gouvernance, stimulation de l'économie, de nouveaux objectifs au-delà des obligations traditionnelles du CNDS qui sont parmi tant d'autres la résolution des conflits en milieu du travail. En cela, le dialogue social est un régulateur des rapports sociaux. La rentrée solennelle du CNDS marque le démarrage effectif des activités sociales. En tout état de cause, mon ministère veillera au bon fonctionnement de cette importante instance du dialogue social dans l'édification d'une Côte d'Ivoire émergente.
Si la question du travail oblige une consultation entre travailleurs et patronat, des moyens appropriés doivent être mis à la disposition des 54 membres du Conseil national du dialogue social, recevant ici leur feuille de route devant l'assistance. Le CNDS, organe tripartite, est appelé à promouvoir le dialogue social en milieu du travail en Côte d'Ivoire et ainsi à jouer un rôle de baromètre dans le milieu professionnel. Comme tel, je vous encourage toutes et tous à œuvrer pour que tous les acteurs sociaux, qu'il s'agisse des administrations publiques ou parapubliques, des entreprises privées, modernes ou artisanales, ou du monde du travail, reconnaissent et s'approprient ce cadre privilégié de concertation sociale. Le dialogue social n'est pas un plus, c'est un absolu. C'est pourquoi il faut faire vivre le CNDS. Appel de tous ses voeux, Daniel Kablan-Duncan, pour que le pays réponde mieux aux défis de l'emploi et de la protection sociale. Les résultats de la session 2016 du brevet d'études de premier cycle BEPC ont été publiés ce mardi. Ils affichent 59,11% de taux de réussite nationale contre 58,62% pour l'année dernière, soit une progression de 0,49%. Patricia Omouetia. Examen du BEPC session 2016. 59,11% de taux de réussite et les filles sont en tête avec un taux d'admission de 58,50% contre 56,50% en 2015. Elles ont donc progressé de 2%. L'examen du BEPC et le test d'orientation en seconde ont enregistré un effectif de 330 048 candidats. Ils ont composé dans 552 centres sur l'ensemble du territoire national. Sur la base de 94,23% des effectifs nationaux, dont les résultats ont été vérifiés et consolidés par la DECO, on note un taux de réussite national de 59,11% à cette session 2016, contre 58,62% en 2015. Un progrès de 0,49% de plus a été accompli cette année. L'ensemble des opérations relatives à l'organisation du brevet d'études du premier cycle BEPC se sont achevées avec une tendance amorcée ces dernières années. Les candidats disposent de 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Rendons-nous maintenant dans quelques centres de proclamation des résultats où nos équipes étaient présentes cet après-midi. Ici, l'on a assisté à de vraies scènes de joie côté admis et là, côté refusé, beaucoup de déceptions donnant lieu à des pleurs. Proclamation des résultats du BEPC session 2016, un peu comme si vous y étiez. Lycée Djedji Amondi à Adjamé. Il est 14 h ce mardi 12 juillet. L'impatience se lit sur les visages des candidats au BEPC à quelques minutes de la proclamation des résultats. 15 minutes plus tard, l'attente prend fin. Les premiers noms sont cités dans la foule, c'est l'agitation. Chacun exprime à sa manière son émotion, des cris de joie. Il y a aussi des déceptions et des pleurs. Dans ce centre, sur 451 candidats au BEPC, 230 sont admis, soit un taux de réussite d'environ 51%. Plus de 16 000 candidats ont subi les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle et du test d'orientation en seconde dans la région de Beké. Doumbia Alassane Ouattara et les autres candidats sûrs de leurs bons résultats font leur entrée dans le centre où ils ont composé. Nous avions 530 candidats, il y a eu 196 admis. C'est après ces propos introductifs que les admis au BEPC session 2016 ont été appelés. Si au niveau national, le taux de réussite est 59,11%, au lycée moderne de Nembo, les résultats ne sont pas fameux. Les deux centres d'examen ont récolté respectivement 30,8% et 41%. Pour la région de Beké, le taux de réussite s'élève à 43,3%. Allô, maman, ça a marché.
Afoussia Tassilui est admise au BEPC session 2016. Comme elle, dans le Tchologo, ils sont 1404 admis. Dans cette partie du pays, un candidat, Abdoulaye Bamoule Soro, 62 ans, attirait la curiosité de tous. Malgré son échec, il reste optimiste et entend revenir en 2017. Je souhaiterais que l'année prochaine, on soit 100 ou 150 candidats pour montrer aux enfants qu'il y a mis l'eau dans le coco. Dans la draine du Tchologo, c'est Kong qui rafle la palme d'or avec un taux de réussite de 93,82% avec 81 candidats présentés au BEPC, session 2016. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire a tenu sa première assemblée générale ordinaire, une AG au cours de laquelle la mutuelle a dressé le bilan de ses activités. Elle promet désormais une retraite paisible aux travailleurs, en plus des soins gratuits offerts à ses adhérents. Éric Goré. Grâce à la mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, mupemenet.ci, plus de 20 000 fonctionnaires et leurs familles ont accès gratuitement aux soins de santé. Le bilan moral et financier du conseil d'administration de cette mutuelle a été jugé satisfaisant par les adhérents. Nous venons de finir cette assemblée générale. Vu ce que nous avons entendu, le compte rendu qui a été fait, le sérieux qui est mis dans la gestion de cette mutuelle-là, je pense que nous, point Foucault, nous allons relayer cela auprès de nos camarades, surtout ceux qui sont sceptiques, qui ne croient pas en l'instrument, pour que tous unis, nous puissions vraiment donner un poids à cette mutuelle-là. La première assemblée générale de la mupemenet.ci a permis aux syndicats et délégués régionaux de faire des propositions pour l'avancement de la mutuelle. Pour sa part, le président du conseil d'administration a invité tous les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à s'approprier cette structure. Cette mutuelle est la maison commune. Elle n'appartient à personne, comme je l'ai dit tout le temps. C'est une mutuelle qui regroupe en son sein tous les personnels du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, pourquoi rester en marge d'une structure qui prône le bien-être de ses adhérents? La mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique est née en 2014. Elle est composée des enseignants et des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, elle, vient de présenter ses projets prioritaires pour l'amélioration du système d'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur privé, donc, en Côte d'Ivoire. Elle entend mettre un point d'honneur à la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements privés du pays. Les précisions de notre reporter Herman Niamier. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, UPSUP, déterminée à mettre un accent particulier sur la qualité de la formation dans les établissements d'enseignement supérieur privé. Pour le président de l'UPSUP, seuls les diplômés bien formés peuvent affronter le marché de l'emploi sans difficulté. En présentant les actions prioritaires de l'Union à cette cérémonie, Dr Elete Aka entend interpeller les établissements supérieurs d'enseignement privé à s'engager dans cette démarche. De plus en plus, vous voyez, les universités publiques, les gens cherchent à mettre en place la démarche qualité à travers des contrats de performance. Il faut que nous, au niveau du privé, nous fassions aussi en même temps, c'est-à-dire si on peut faire autant, c'est mieux, sinon plus, puisque nous sommes des concurrents de l'enseignement supérieur des universités et grandes écoles publiques. Autre priorité du président de l'UPSUP, la question de l'affectation des nouveaux bacheliers dans les établissements supérieurs d'enseignement privé. L'Union entend faire des propositions à l'État afin de faciliter les orientations. C'est l'État qui, avec les bacheliers, qui pendant toute cette période décidait d'envoyer les étudiants où ils voulaient. Comment faire pour que ces jeunes étudiants qui n'ont pas envie d'aller dans les universités publiques, mais qui veulent forcément aller dans les universités, puissent aussi choisir l'autre voie qui est l'université privée. Dr Elete Aka souligne que l'État a fait des efforts considérables en payant les arriérés pour l'orientation des étudiants dans les établissements supérieurs privés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arriérés dans l'enseignement supérieur privé. Et mieux, nous avons signé un protocole d'accord pour que, de façon trimestrielle, les frais d'écolage soient payés. Tous ces efforts, selon le président de l'UPSUP, ont contribué à favoriser un climat apaisé pour les études. Au cours de cette cérémonie, le président de l'UPSUP, réélu pour un autre mandat de 3 ans, a été investi.
Deuxième étape des visites qu'effectue depuis hier la ministre de la Communication aux organes de la presse privée. Des visites de courtoisie, mais surtout de travail pour s'imprégner de la réalité et des difficultés de ces organes de presse. La ministre était donc cet après-midi dans les locaux de la radio confessionnelle Fréquence Vie, une radio chrétienne dans la commune de Cocody. Elle a aussi rendu visite à la rédaction du journal Le Jour Plus. L'essentiel des échanges apportés sur les difficultés matérielles portant sur les conditions de travail, mais surtout sur l'appui de l'État. Bamba Afoussiata Bamba Lamine, donc, qui a pris note des préoccupations de ces médias, a exhorté journalistes et autres acteurs au travail, mais aussi à la cohésion. On ouvre à présent la page économie de ce journal. Les investissements en Côte d'Ivoire sur le premier semestre de l'année ont connu une nette progression. 219 milliards de francs CFA d'investissements ont été réalisés sur cette période. L'information a été donnée ce mardi par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. C'était en présence de notre reporter Jean-Louis Gbangbo. 6664. C'est le nombre de sociétés créées entre janvier et juin 2016 en Côte d'Ivoire. En moyenne, 57 sociétés créées par jour. Pour le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, cette performance s'explique par l'amélioration de l'environnement des affaires. À l'époque, on émettait les permis de construire, les diligences plutôt qu'on mettait pour émettre un permis de construire étaient les mêmes, quel que soit le type de logement. Aujourd'hui, la loi donne 5 catégories de risques. Donc l'approche du permis de construire a été modifiée en amenant la notion de risque. 103 sociétés sur les 6664 ont effectivement été agréées par le CPC, ce qui représente un volume d'investissement de 219 milliards de francs CFA. Les secteurs les plus visés par les entrepreneurs sont les prestations de services, le commerce et les BTP. Nous avons décidé d'aller à l'industrialisation dans le PND 2016-2020 et pour l'industrialisation, il faut qu'on aille chercher l'investisseur. Atteindre d'ici à fin décembre 2016 un volume d'investissement de 810 milliards de francs CFA reste le principal défi du CPC, surtout que la Côte d'Ivoire vise un taux d'investissement global de 24% en 2020 contre 20% l'année dernière. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo a été commenté pour vous par Francis Boifo. La France appuie à hauteur de 2 milliards de francs CFA plusieurs pays d'Afrique francophone, dont la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la 3e phase du projet d'appui à la promotion de l'emploi et à la réduction de la pauvreté. L'objectif étant d'améliorer la gouvernance du marché du travail de 2016 à 2019. C'est ce que nous dit Serge Collier. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant dégagé par la France pour aider les pays francophones d'Afrique à lutter contre le chômage des jeunes. Ce financement s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la promotion de l'emploi et à la réduction de la pauvreté dans sa 3e phase cette année. Pendant longtemps, on a parlé de stratégie de réduction de la pauvreté, de lutte contre la pauvreté, mais la question de l'emploi n'y était pas prise en compte. Alors qu'au niveau de l'Organisation internationale du travail, pour nous, la meilleure manière de se sortir de la pauvreté, c'est par le travail. Ce projet fait suite à la décision des chefs d'État après le sommet de Ouagadougou. Et donc, lorsqu'il y a eu ce sommet, qui a demandé à tous les chefs d'État de s'engager au niveau de leur propre pays pour faire en sorte, dans les plans de développement nationaux, d'intégrer la dimension emploi, dans les politiques macroéconomiques également. Et donc, la France a accompagné cette initiative avec un financement. La Côte d'Ivoire, pays de concentration des activités de la PEP 3, entend mettre tout en œuvre pour le succès de cette initiative. Ils sont très nombreux, peut-être trop nombreux à attendre des réponses à leurs problèmes d'emploi. Et donc, par cette autre initiative financée par la France, nous sommes heureux de pouvoir avoir des éléments de réponse à cette attente de la jeunesse ivoirienne, c'est-à-dire leur emploi. Le projet APERP, lancé en 2007, a déjà connu 2 phases. Des résultats ont été obtenus au Bénin, Togo, Burkina Faso et au Cameroun, notamment l'amélioration du fonctionnement du marché du travail et le développement d'emplois par haute intensité de main-d'œuvre IMO.
La 3e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a été lancée ce matin. Ce concours vise à financer les jeunes porteurs de projets afin de tendre vers l'autonomie. C'est une initiative du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Aurélia Drokoula et Groscando. Kevin a 24 ans, il est porteur de projet et pour réaliser ce rêve, il lui faut un financement, mais par manque de moyens, je n'arrive pas à réaliser mes projets. J'attends une opportunité qui s'offre à moi de pouvoir réaliser mon projet. J'envisage comme ça créer une supérette. L'entrepreneuriat à travers la création d'activités génératrices de revenus, une idée qui ne manque pas chez les jeunes. J'ai un projet de monter un cabinet qui va se charger d'insérer les jeunes dans le tissu social. Et pour monter cette entreprise, actuellement, il nous faut 15 millions. À toutes ces préoccupations, le gouverneur du district d'Abidjan apporte des solutions en accompagnant l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le chômage des jeunes. Justement, la 3e édition du concours du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent vient d'être lancée. Il a pour objectif de financer des projets viables et bancables. Nous voulons donner aussi la chance à tous ceux qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire ceux ou celles qui sont capables de concevoir un projet et qui sont capables de faire vivre d'autres jeunes à travers leur projet. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a des critères. Ce concours est ouvert à tous les jeunes Ivoiriens, préférentiellement ceux qui vivent dans les districts autonomes d'Abidjan. Mais on ne fait pas d'exclusion. Ceux qui ont des idées à vendre peuvent postuler. Il faut avoir moins de 40 ans. Il faut avoir un projet chiffré. Pour les éditions précédentes, plus de 400 millions de francs CFA ont déjà été injectés pour la réalisation de projets jeunes. Le 6 août est la date butoir pour la réception des dossiers. À Tiassalé, l'autonomisation des femmes est une préoccupation. L'initiative est de l'Association des femmes battantes de Ndossi qui vise à amener les femmes de cette région à se regrouper et créer des activités génératrices de revenus afin de mieux lutter contre la pauvreté. À travers cette autonomisation des femmes rurales dans le département de Tiassalé, il s'agit de favoriser leur insertion socio-économique par l'accès au microcrédit et au foncier. Pour Edith Doua, présidente de l'Association des femmes battantes de cette localité, la femme rurale doit par ses initiatives et son engagement quotidien travailler pour son autonomie. Pour ce faire, elle doit avoir accès à la terre en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire. Pour atteindre cet objectif, elle a sollicité l'appui du préfet et du conseil régional. Le représentant du conseil régional, Martial Eba, a salué l'initiative des femmes de Ndossi à se prendre en charge. Il a ajouté que la structure qu'il représente s'engage à soutenir leur association. Pour joindre l'acte à la parole, il a rappelé à l'assistance qu'il a signé une convention de partenariat avec une microfinance de Ndossi afin d'aider les femmes dans cette quête d'autonomisation. Quant au préfet du département de Tiassalé, Jules Gouessé, il a félicité les femmes de Ndossi pour leur esprit de solidarité et de cohésion sociale. C'était un reportage d'Honorine Agnégori. La présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan et des plans directeurs d'urbanisme des chefs-lieux de région a démarré hier. Les populations affluent dans les différentes salles pour s'imprégner de ce qui est prévu dans leur localité en vue de faire des suggestions constructives. Herman Niamia. Paul Clan est le président des propriétaires terriens de San Pedro. Il est ici à l'espace Serae Umoa pour s'imprégner du contenu du plan directeur d'urbanisme de San Pedro. Il y a des villages, vous voyez ici, qui sont engloutis dans le plan du futur aéroport de San Pedro. Ça risque d'être un peu le cas de l'extension du port. Alors on voudrait quand même faire des remarques là-dessus pour que les choses changent un petit peu. Le président des propriétaires terriens de San Pedro est tout de suite rassuré. Vous dites qu'il y a des villages qui ont été inclus dans la zone aéroportuaire. Voilà. Donc, étant donné que ça sera le patrimoine de l'État, l'État va recaser ces populations qui sont ici.
Contrairement à Paul Claes, certains visiteurs sont entièrement en phase avec le plan directeur d'urbanisme de leur localité. Nous avons sur ce plan un cimetière qui est prévu de près de 100 hectares. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de cimetière à Gagnoa. Le cimetière qui est là existe depuis les années 50. Vous voyez déjà, ça résout un problème. Les problèmes de gare routière, la ville, tout est concentré au commerce, alors que maintenant, chaque sortie de la ville dispose d'une gare routière. Des avis et suggestions, c'est tout le sens de l'exposition des plans directeurs d'urbanisme des chefs-lieux des régions. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme entend à travers cette initiative impliquer les populations dans la finalisation des schémas directeurs afin d'éviter à l'avenir des contestations. Les préoccupations les plus pertinentes vont être prises en compte, mais il y a des préoccupations, si elles ne sont pas techniquement acceptables, ne seront pas prises en compte. Au deuxième jour de cette présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan et des plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions de la Côte d'Ivoire qui s'achève ce mercredi, l'événement suscite beaucoup d'intérêt chez les populations, vu l'engouement qui règne dans les différents stands et salles d'exposition. En bref et en images, le ministère de la Justice a procédé ce mardi au déploiement du matériel technique d'une valeur globale de 200 millions de francs CFA devant servir pour les audiences foraines sur toute l'étendue du territoire national. Cette vaste opération d'audience foraine démarre demain mercredi et prendra fin le 24 juillet prochain. Elle s'inscrit dans le cadre de la révision des listes électorales. Elle permettra aux nouveaux majeurs qui en sont dépourvus d'établir un jugement supplétif d'acte de naissance et un certificat de nationalité. Quant aux jugements supplétifs d'acte de décès qui y seront délivrés, ils permettront la radiation des personnes décédées qui figurent encore sur les listes électorales. L'opération est entièrement gratuite. Venons-en maintenant à cette table ronde qui a eu lieu aujourd'hui même pour trouver une solution au phénomène des délinquants juvéniles dits microbes. Les réflexions devraient permettre de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge incluant les familles et la communauté. Une rencontre avec des experts et spécialistes de la protection des enfants dits microbes pour mieux comprendre ce phénomène et proposer des solutions pour son éradication. L'initiative est du ministère de la Promotion de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'enfant. Abou Sanogo. Experts, spécialistes de la protection de l'enfant, ministère technique, forces de l'ordre, leaders communautaires, religieux, acteurs sociaux mutualisent leurs efforts pour trouver une solution au phénomène des enfants en conflit avec la loi ou enfants dits microbes. La réflexion est menée sur 2 jours à travers une table ronde. De cette rencontre doit sortir une matrice d'intervention efficace pour adresser cette thématique-là en synergie avec les ministères techniques, les acteurs sociaux et les partenaires au développement. Les experts vont donc réfléchir sur la situation des enfants dits microbes et les stratégies de prise en charge. Il s'agit des enfants de Côte d'Ivoire, de nos enfants. On ne peut pas qualifier un enfant de microbe. Et donc, chacun de son côté a mal et cherche une solution. Mais tant que ce sera individuellement, il n'y aura pas de résultat probant. Au niveau des imams à Bobo, nous avons déjà travaillé là-dessus. On en a parlé dans nos mosquées. On a fait beaucoup de conférences. Mais on attendait ces jours-là pour que le ministère nous appelle. Tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation des enfants, ça s'est ensemble pour voir que ce ne marche pas. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi ou enfants dits microbes peut être défini comme un groupe d'adolescents dont l'âge varie entre 8 et 17 ans. Munis d'armes blanches, ils commettent des exactions et autres actes délictuels sur les populations. En vue donc d'endiguer le fléau, le gouvernement a mis en place un projet de resocialisation des enfants en conflit avec la loi. Et ce projet va se dérouler à Guiglo et Sassandra. Et à Didiéville, dans la sous-préfecture de Boli, le ministre d'État Janoa Ousso-Kwadio et le ministre des Infrastructures économiques Patrick Hachi ont procédé à l'inauguration d'un château d'eau grâce auquel plus de 25 000 personnes vont bénéficier d'eau potable. Coût de l'ouvrage, 400 millions de francs CFA, un geste rendu possible grâce au PPU, le programme présidentiel d'urgence. Kader Sogodogo de la station régionale de RTI Boaké. On n'en pouvait plus. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons la joie au cœur.
Cette joie des femmes de la sous-préfecture de Boli fait suite à cette ouverture des vannes du château d'eau de leur localité. Une promesse du président de la République, Alassane Ouattara, qui est tenue. Ce genre de projet qui touche au quotidien des populations est vraiment la mission essentielle que le chef de l'État nous a confiée et qu'on réalise. Donc on a commencé ici avec Boligar. Ce château d'eau de 150 mètres cubes va profiter à Boligar, qui regroupe 11 villages, mais également à 2 autres villages voisins. Il a coûté environ 400 millions de francs CFA dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Plus de 25 000 personnes sont ainsi soulagées. En premier lieu, les femmes dont la recherche de l'eau représentait une véritable corvée. Désormais, un tour de poignet sur le robinet suffit pour disposer de l'eau en quantité et en qualité. Les femmes, les mamans, les jeunes filles sont libérées des corvées d'eau et agissent désormais en toute autonomie pour assurer le bien-être familial. D'autres actions de développement sont à venir. Il a fait électrifier une trentaine de villages. Aujourd'hui, c'est le château d'eau ici. Il y a d'autres projets de construction de châteaux d'eau dans le département de Didiévi. Mais le clou de tout, c'est le bitumage de la route Thiébissou-Didiévi. Boli était réputé pour sa gare de train. Malheureusement, le train ne s'y arrête plus. Avec les travaux de bitumage de l'axe Thiébissou-Didiévi en cours, l'électrification de nombreux villages, la pose de la première pierre d'un foyer polyvalent et aujourd'hui l'inauguration de son château d'eau, Boli peut espérer à des lendemains meilleurs. À cette cérémonie, un hommage vibrant a été rendu à Feu Nanan Kouadio Paul, chef de tribu, qui aura contribué à la réalisation du château d'eau de Boligar. Reportage signé Kader Sogodogo de RTI Bouaké. À Gao, dans le nord du Mali, la mairie avait interdit une manifestation qui a tout de même eu lieu ce matin. Une mobilisation de jeunes à l'appel de plusieurs organisations de la société civile contre l'installation des autorités intérimaires issues des accords d'Alger qui doit commencer ce mois-ci. Ils demandent aussi leur intégration dans l'armée. Le rassemblement a mal tourné. Bilan, 3 morts et des dizaines de blessés. Gao en ébullition, plusieurs manifestants sont sortis dans les rues de la ville ce mardi matin pour dénoncer les modalités d'intégration des anciens combattants dans l'armée ainsi que le redéploiement des autorités intérimaires locales. Et ce, malgré l'interdiction de la mairie qui a évoqué l'état d'urgence. C'est alors que les soldats maliens venus sécuriser la marche ont ouvert le feu. Bilan, 3 morts et plus d'une dizaine de blessés parmi les manifestants. Nous avons voulu marcher pour venir faire notre sitting et nous avons dit que c'est une marche pacifique. Et voilà que les autorités qui veulent que ça soit un désordre ont fait sciemment d'amener l'armée, d'amener la garde, d'amener la gendarmerie, la police et ils sont en train de tirer à balles réelles. À la mi-journée, la situation était toujours confuse dans la ville. Les blessés continuent d'affluer vers l'hôpital et le bilan devrait s'alourdir selon le personnel médical. C'est en juin 2015 que le gouvernement malien et les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger se sont entendus sur la création d'autorités intérimaires dans les 5 régions administratives du Nord Mali, dont le déploiement prévu dans ces jours a mis le feu aux poudres à Gao. Kader Ouattara et Thomas Gessambi ont signé 7 éléments. Barack Obama, le président américain, était à Dallas ce mardi 12 juillet pour prendre la parole lors de la cérémonie en hommage aux 5 policiers qui y ont été tués. Dans une Amérique encore choquée par des bavures policières à répétition, des manifestations à travers le pays et la mort des officiers, le président affirme que les États-Unis ne sont pas aussi divisés que certains politiciens le disent. Barack Obama, souvent interrompu par des ovations debout, a prononcé un discours que les observateurs de tous bords ont jugé remarquable. Mais le président lui-même, après 10 cérémonies identiques depuis le début de son mandat, a exprimé sa lassitude. C'est sur ces images que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre fidélité à nos antennes.